Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Et c'est le retour du Lunch Ride. Après une bonne partie de l'été passée à courir avec un appareil photo à la main, on est super content de vous présenter un épisode qu'on avait en tête depuis le début de la série des podcasts du Lunch Ride. On vous emmène dans les coulisses de la conception de nos vélos et on part à la rencontre du Cairn Bike Design Studio et du Cairn Design Lab. Basé au pied des Alpes à Grenoble, c'est un bureau indépendant qui travaille pour de nombreuses marques de l'industrie du cycle. Ils sont d'abord designers, mais aujourd'hui ils sont également concepteurs de vélos. Cet épisode du Lunch Ride est divisé en deux parties. D'abord, on part à la rencontre des deux pierres fondateurs du Cairn Design Studio. Ils nous parlent de leur métier, de design évidemment, de l'importance d'être pratiquant et également de leurs sources d'influence. Ensuite, dans une seconde partie, on part à la rencontre d'Étienne et Quentin qui ont renforcé l'équipe pour créer le Cairn Bike Design Studio. Là, ils nous parlent de l'éternel conflit entre les ingénieurs et les designers, de la manière dont ils appréhendent leur travail quand ils ont des clients qui sont variés. Ils nous ouvrent aussi une petite porte vers l'avenir pour nous parler de quel sera le futur de la conception de nos vélos. Moi, ça m'a vraiment intéressé et j'espère que ça vous plaira. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lunch Ride. Nous sommes à Grenoble. Ça fait un petit moment que je connais Pierre et on est au bureau chez Cairn. Et moi, j'avais envie de parler un petit peu des métiers cachés de l'industrie du cycle. Il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de vous. Alors, qui est Pierre ? Bonjour Paul, je suis Pierre. Hein ? Et moi, je suis Pierre Francoz. D'accord. Voilà. Donc on est bon, Pierre et Pierre Francoz et on est chez Cairn. Cairn qui a 5 ans aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que Cairn ? Alors Cairn déjà c'est un jeu de mots. Ah oui ? Bah oui, parce qu'on est deux pierres. Et donc un tas de pierres, ça fait un cairn. À la toute base c'était ça. Voilà, on a plusieurs pierres dans l'équipe. Et en gros, on était tous les deux designers industriels en freelance. On a commencé à penser à l'idée de créer une agence. Ça nous permettait de nous agrandir, de pouvoir recruter, etc. Des choses qu'on ne pouvait pas faire avec le statut de freelance. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc, en 2017, Cairn, qui est donc un bureau de design initialement, c'est ça ? Tout à fait. Cairn Design Studio, un bureau de design d'accessoires, de vélos, de produits sportifs. Ouais, parce que vous êtes dans le milieu du sport. Est-ce que vous faites du sport tous les deux ? Est-ce qu'il y a un sport qui vous plaît particulièrement, à tout hasard ? Eh ben, figure-toi, le vélo. Le vélo, c'est quand même vraiment surprenant. Hein. Ouais, c'est quand même bien tombé. On est tous les deux pratiquants. Alors moi, j'avais fait pas mal de cross-country quand j'étais en études dans le nord de la France. J'ai pas mal roulé en Belgique aussi, en marathon. Et ensuite, je me suis tourné vers l'enduro. Et je fais un peu de route aussi, donc voilà. Donc le vélo, si on repart un tout petit peu plus sérieusement, Cairn aujourd'hui, c'est une boîte qui a combien de personnes à peu près dans son effectif ? Alors, c'est là que c'est un peu compliqué. Donc, tu as vu, au bureau, on est pas mal. On est 8 en ce moment. Après, il va y avoir 4 personnes vraiment dédiées à Cairn Design Studio et 4 personnes dédiées à Cairn Bike Design Lab. Mais me coupe pas mon herbe sous le pied, comme ça, j'ai plein de trucs à raconter. Donc vous êtes quand même, aujourd'hui, c'est parti d'une petite connerie à deux, ça a vraiment grossi, vous avez des clients dans les marques de l'industrie du cycle, dans les marques de l'outdoor, pour des composants, si vous nous regardez en vidéo, vous voyez, il y a des casques autour de nous, il y a des masques, il y a des cadres, donc on n'est plus sur de la petite rigolade, là vous êtes sur des projets qui sont vraiment sérieux, et c'est pour ça qu'on en discute aujourd'hui ensemble. Et est-ce que très brièvement, vous pouvez me raconter un petit peu quels ont été vos parcours pro pour vous retrouver designer et à monter votre bureau de design tous les deux ? Pour ma part, on a tous les deux fait à peu près les mêmes études. On a fait un BTS design, ensuite une école de design industriel dans le nord de la France, l'ISD. Ça a commencé par des stages. Moi, j'avais commencé avec un stage chez Scott en Suisse. Ensuite, j'avais fait un stage de fin d'études chez Specialized à Morgan Hill. Et ensuite j'ai travaillé 2 ans chez Cero à Barcelone, donc c'est une agence qui est connue notamment pour avoir conçu les vélos Uno. Et du coup à cette époque-là j'ai pu travailler pour pas mal de marques différentes. C'est ce qui se rapproche le plus de ton expérience actuelle en fait. Tout à fait. De Cairn, Cero, c'est un bureau de design. Effectivement on l'a découvert aux yeux du grand public avec Uno, mais il y a des clients comme Intense, comme Mandraker, des choses comme ça qui sont passés chez eux. On a travaillé pendant 2 ans avec pas mal de marques différentes et pas mal de projets différents et ça a un peu construit notre expérience. Et du coup, ce qui était assez cool, c'est qu'on a pu voir, et Pierre aussi va pouvoir le dire, c'est qu'on a pu voir différentes méthodes de travail, puisqu'on a travaillé en Suisse, en Autriche aussi, aux États-Unis, en Espagne, et aussi en France évidemment. Et du coup, ça permet d'avoir un petit peu un mix de ces méthodes
de chez Kern. Ouais, c'est comme voilà, c'est ce que tu viens de dire. Donc effectivement, on vient d'une formation qui n'est pas spécialisée dans le vélo du tout, ni même dans le sport. Après, c'est par nos expériences qu'on a pu aller là-dedans. Moi, de mon côté, donc j'ai eu une expérience chez Commensal à Andorre. Et ensuite, je suis parti en Italie, chez Pininfarina, donc qui a rien à voir avec le vélo. C'était pas non plus dans la partie voiture, c'est dans la partie produit, mais où ça m'a quand même bien formé en termes de style, de forme, etc. Ok, très bien. Et donc, si vous deviez décrire Kern aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos corps de métier? Alors, Kern, si tu veux, c'est deux trucs. Il y a le gros de la demande qu'on a, et c'est lié aussi à nos situations géographiques. Ça va être tout ce qui est matériel de montagne. Notamment, on fait les gammes CB, on fait beaucoup de casques, de masques, du matériel de sécurité d'avalanche, des choses comme ça. Du fait aussi qu'on est pratiquant l'hiver, tout ce qui est ski de rando, alpi et compagnie. Et tu as une activité vraiment vélo. Dédié au vélo. Mais le point commun, je pense, dans tous les projets qu'on traite, ça va être le lien avec la montagne. C'est vrai qu'on est aussi des montagnards un peu à la base et on est vraiment passionnés par la nature. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve un peu dans tous les projets, c'est ce lien avec la montagne à travers les projets winter et les projets aussi vélo. D'accord, très bien. Mais vous êtes quand même assez évasif. Qu'est-ce que c'est que faire du design ? Est-ce que vous arriveriez à définir ça assez facilement ? Oui. C'est aujourd'hui, par exemple, on va prendre une marque de vélo, à tout hasard. Le dernier projet que vous avez sorti aux yeux du grand public, c'est le Lapierre XR, donc c'est un vélo de cross-country. La marque est arrivée avec une géométrie, j'imagine, une cinématique, un cahier des charges techniques, et vous, ensuite, votre métier, ça a été de venir mettre votre patte pour que le vélo soit beau et fonctionnel, c'est ça ? C'est ça, t'as un cadre de travail. Et toi, tu viens relier les points pour faire un cadre l'objet. D'accord, très bien. Et donc, ma première question, un petit peu plus technique, pourquoi est-ce que les marques vont faire appel à des bureaux externes pour son design ? Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Alors, il y a plusieurs raisons de type, ça peut être pour avoir des idées fraîches, des idées nouvelles. Très souvent, les marques travaillent avec des équipes en interne et le fait de travailler avec des équipes externes, ça peut permettre d'avoir un œil externe et un œil un peu neuf sur les projets et sur le marché en général. Et ça peut être aussi d'avoir des ressources supplémentaires, tout simplement à faire appel à une expertise technique, une expertise aussi design assez poussée. Ouais, et puis plus en étant vraiment plus terre à terre, des fois ils n'ont juste pas les ressources au moment de lancer les projets pour les faire, ou voire même pas de ressources du tout. Ouais. T'as plusieurs marques aujourd'hui qui n'ont pas de designer confier son design à un bureau externe, aussi bon soit-il, c'est aussi confier son identité. C'est confier son look à d'autres gens qui sont pas détenteurs, entre guillemets, de la marque. Et ça, c'est une grosse responsabilité. Et vous, votre job, c'est de vous fondre dans l'ADN de la marque, ou c'est de proposer autre chose et de proposer votre ADN à vous ? Non, pas du tout. Notre job de designer, c'est vraiment de comprendre la marque, comprendre ses attentes, qui elle est, comprendre son ADN et d'essayer de retranscrire l'identité qui est là, déjà, toutes les marques ont une identité, dans les produits. Donc c'est plutôt un travail de retranscription des valeurs de la marque sur un produit. Et on ne va pas du tout imposer un style, on ne va pas imposer le style Kern. Par contre, on va essayer de comprendre ce qu'ils veulent et d'essayer d'apporter aussi une vision, des propositions en termes de fonctionnalité, en termes d'usage, pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Là, je mettrais quand même une nuance. C'est-à-dire que pour pas mal de marques, une grosse partie de notre travail, ça a été justement de créer leur identité. Aussi. Ouais, il y a aussi comme on bosse souvent avec des marques plusieurs années de suite, ce qu'on essaie de faire, c'est au bout d'un moment arriver à être garant de leur créer leur image. C'est aussi une partie de notre taf. Ouais. Donc il y a quand même une identité Kern qu'on peut retrouver dans certains de vos projets. Une identité Kern, c'est pas non plus ça. On dessine des choses dynamiques, mais ça, c'est commun à tous les produits de sport, en fait. Ouais. Souvent, il y a certaines... tu vois des similitudes, si tu veux, entre la plupart des produits sportifs qui arrivent sur le marché. Il y a des formes assez dynamiques, assez fluides, assez agressives, parce que derrière, tu essayes de transmettre un certain esprit. Oui, mais tout ça, c'est aussi, ça tient à des modes. Oui. Je pense qu'on peut en parler longtemps, mais comment on fait pour rester moderne ? Bon, aujourd'hui, vous êtes jeune,
vous êtes pratiquant, ça fait 5 ans que votre bureau existe, mais on se projette dans 10-15 ans où vous serez peut-être moins pratiquant, vous serez des gros ringards. Comment est-ce qu'on fait pour que Cairn reste un bureau de design moderne et que vous arriviez à être goût du jour pour un public qui n'existe pas encore forcément? C'est une bonne question. Je pense que la première des choses, c'est d'être observateur de ce qui se passe, c'est d'être pratiquant, c'est de rouler avec aussi d'autres gens, de parler avec eux, de voir ce qui se passe dans les tendances, d'aller aussi sur les salons, de rencontrer des gens aussi dans l'industrie du vélo. Et puis aussi, ça passe par l'équipe, c'est-à-dire que aujourd'hui, Cairn, la moyenne d'âge, je pense, ça doit être 26 ans, 25 ans. Donc on est quand même assez jeune et clairement le but c'est d'avoir une équipe assez hétérogène et un mix de milieux, d'éducation aussi, d'école pour apporter des idées assez nouvelles, quoi. Après il y a aussi un autre truc, il y a effectivement tout cet aspect sur la curiosité et sur l'équipe. Tu as aussi le fait qu'un bon produit c'est un produit simple. Si tu veux, quand quelque chose est au goût du jour, qui plus est maintenant, c'est généralement que y a le moins de dessins possible. Tu vas chercher à faire quelque chose de simple, tu vas chercher à faire quelque chose de radical, quelque chose d'évident, et ça va avoir cet aspect moderne. Ouais, est-ce que ça c'est presque une conséquence. Mais est-ce que c'est pas une mode aussi? Est-ce que le design simple c'est une mode ou... Alors ouais, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des périodes où c'était plus baroque, etc. Actuellement, on est dans quelque chose où on va chercher de la fluidité, on va chercher à relier les points de manière efficace, à faire quelque chose qui soit aussi techniquement très viable. Est-ce que vos sources d'inspiration, on en parlera juste après, est-ce que ce que vous aimez dans l'industrie de l'outdoor, du ski, de l'alpinisme, ça peut être transposable au vélo et inversement? Complètement. C'est ça qui est intéressant avec Cairn, en fait, c'est qu'on a développé 2 activités parallèles avec pas mal de points communs dans les projets, même s'il y a des grosses différences. Concevoir un cadre, c'est pas concevoir un casque de ski. Mais par contre, on va toujours essayer de s'alimenter, d'auto-alimenter les projets et de faire des fois des transpositions en termes de techno, en termes d'idées, tout simplement, entre le milieu du ski. Par exemple, on a déjà travaillé sur des fixations de ski, c'est quelque chose de très technique, très complexe. Et ça peut nous inspirer pour dessiner une biellette, par exemple, où c'est aussi quelque chose de technique, d'usiné. Il y a des points communs qui se font. Et ça, c'est un peu la force, je pense, de Cairn aussi, c'est d'être assez polyvalent sur les diversités de projets et de tirer un peu profit de chaque différence de projet. Et donc, on parlait de tendance, est-ce qu'il y en a qui vous inspirent particulièrement? Est-ce qu'il y a des projets qui vous excitent, dont vous êtes fan, dans le vélo et dans d'autres milieux? Sur le vélo, en ce moment, je vois ce qui est fait toute cette tendance sur la réindustrialisation. Tout ce qui est fait au Portugal aussi, je vois des gars qui font des cargos à partir d'anciens cadres en amenant des modules standards, des choses comme ça. T'as un vrai changement industriel et du coup ça amène un changement esthétique. D'accord, ok. Généralement c'est plus ce genre de choses que je vais trouver vraiment intéressant. C'est la démarche générale de certaines marques qui va toi le plus t'inspirer. L'esthétique en soi, enfin le côté sculptural, finalement m'intéresse assez peu par rapport au fait d'adapter un dessin à des contraintes. Il y a aussi toutes les pratiques un peu connexes au VTT qu'on aime tous, c'est le bikepacking par exemple. Nous par exemple on part en vacances de plus en plus souvent en bikepacking et c'est vrai que c'est des... Pas ensemble. Hein. Pas ensemble. Encore que c'est déjà arrivé. Mais non, c'est des moments de vie en fait où on va aussi... pouvoir trouver pas mal de problématiques qui sont liées à la bagagerie par exemple, au confort quand on est en voyage. Pareil, le commuting, le vélo urbain, les mobilités douces, c'est aussi des univers parallèles qui sont hyper enrichissants et qui peuvent aussi donner des idées sur le développement de vélos plus performance. C'est la question que j'allais poser parce que là on est quand même sur les exemples que vous me prenez, c'est quand même des exemples assez loisirs, utilitaires, plaisir, et vous travaillez parfois sur des produits qui sont vraiment destinés à la compétition, à la performance. Est-ce que c'est transposable? Alors c'est clairement pas le même cahier des charges, ça va pas être la même notion de performance effectivement derrière. Après, j'aurais tendance à dire, là c'est presque un bémol, tu vois, mais on voit plus de choses à mon sens dans l'urbain en ce moment, dans du commuting. Ouais. Il y a plus d'effervescence sur le milieu du vélo urbain que sur le milieu du e-bike, du IMTB, je pense. T'as l'impression qu'on stagne en termes de design sur le vélo sportif? On stagne pas, t'as toujours des trucs. Là. Typiquement, tu vois, le dernier gros machin, ça va être les tendances un peu down-country, ce genre de trucs. Mais ça reste assez conservateur comme milieu. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais
on voit plus de choses en tout cas sur de l'urbain, d'un œil de designer, j'entends. Les innovations en tout cas, ouais. Allez, pour vous, quel a été le projet le plus fou sur lequel vous avez travaillé, ou le plus ambitieux? Celui dont vous avez le droit de me parler, évidemment. Alors, des projets ambitieux sur lesquels on a travaillé, dans le vélo, il y en a eu quelques-uns, mais Ghost sur lequel on pourrait parler. Oui, il y a eu les projets Ghost, par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait avec Ghost? Alors, avec Ghost, on a travaillé sur toute la nouvelle gamme de vélos électriques qui est sortie l'année dernière. Donc, il y a eu le e-Riot, Alloy, Carbone, et aussi le... je sais plus le nom, tu pourras couper. Je crois que c'est le BES3, mais alors, est-ce qu'il est déjà sorti Si, il est sorti. Mais oui, il est sorti. Non, ouais. Bref. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ils sont pas sortis en France, donc votre travail... Oui, c'est pas faux. Tant qu'on parle pas allemand, c'est cool. Non, ce qui était hyper intéressant sur ce projet-là, c'est que c'était vraiment une approche de gamme assez complète, avec une mutualisation des pièces. Donc l'idée, c'était aussi pour la marque de réduire l'investissement en tooling, en coût d'outillage, sur les projets Alu par exemple, avec le triangle arrière qui était commun à plusieurs plateformes. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles vous êtes sollicité, ou c'est vos recommandations à vous? On est sollicité. Ça va au-delà du simple design. Hein. Tout à fait. Notre travail aussi, c'est de penser à la mutualisation des pièces et se dire pourquoi ouvrir un nouvel outillage, une nouvelle pièce pour un cadre, alors que cette pièce-là, si on l'a pensée un peu en amont, elle peut être aussi utilisée sur un autre cadre de la gamme. Ouais, donc c'est aussi ça de la bonne conception. Et c'est une forme aussi d'éco-conception dans un sens, c'est que on va réduire le nombre d'outillages, le nombre de pièces à créer, le nombre de moules, donc en soi ça permet aussi d'avoir des éléments plus durables sur les vélos. Est-ce que c'est plus intéressant de travailler sur un gros e-bike sur lequel il y a plein de contraintes, mais en même temps plein de place et moins de contraintes de poids, ou est-ce que c'est plus intéressant de travailler sur un vélo de cross-country comme par exemple le Lapierre XR, où il faut que ce soit assez... Alors c'est des projets très différents. Je dirais qu'il y a plus de place pour l'expression du style sur un cross-country. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est aussi les contraintes de poids, les targets de poids qui sont très contraignantes, donc évidemment on peut pas faire ce qu'on veut. Et la difficulté dans ces projets-là, c'est comment faire un produit esthétique, désirable, dynamique, tout en ayant quelque chose de très fonctionnel, très léger, très optimisé. Donc ça, c'est un peu un challenge. Aussi sur les cinématiques, c'est assez compliqué d'aller dans des choses qui soient totalement nouvelles, sur le cross-country en tout cas. Ouais, après, en gros e-bike, les cinématiques, c'est un enfer. T'as jamais la place de mettre la morteau. En e-bike, la difficulté, ça va être les contraintes. C'est-à-dire qu'on va être soumis à la forme de la batterie, à la forme du moteur, à l'intégration du moteur. Ouais. Exactement. Donc c'est là où ça va être un peu plus compliqué d'innover et de créer, on va dire, un produit fonctionnel et aussi esthétique et différenciant. Est-ce que c'est pour ça que tous les vélos se ressemblent ? Est-ce que vous êtes responsable de ça ? Alors, est-ce que tous les vélos se ressemblent déjà ? Est-ce que tous les vélos se ressemblent ? Ça, c'est une question à poser, je pense, pas à nous. Est-ce que le Lapierre XR, c'est un Orbea Oise ? Ça, c'est pas à nous de le dire. Nous, c'est vrai qu'on répond à un cahier des charges, à une demande. Et du coup, on s'efforce de répondre à une demande en respectant le cahier des charges. Après, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Typiquement, tu vois, est-ce que c'est un Orbea Oise ? Est-ce que c'est un Cannondale Scalpel ? Est-ce que il y en a plein. Oui, voilà, il y en a plein, mais c'est pour... Il y a vraiment cette notion de contrainte, sur la contrainte vraiment technique. C'est-à-dire, aujourd'hui, un bon cross-country tout suspendu, si tu veux qu'il soit léger et qu'il ait une suspension vraiment bonne, il va avoir des flex stay, donc des haubans déformables. Et du coup, ça implique une position d'amorto qui est souvent sous le top tube. Exactement. Et voilà. T'as pas 25 000 solutions, quoi. Il y en a pas énormément. En tout cas, le secteur du cross-country, c'est un secteur, je pense, de plus en plus difficile pour innover. Ouais, après, c'est parce qu'aussi, on arrive à un certain niveau de raffinement. Ma question suivante est donc toute trouvée. Est-ce qu'il est plus simple de travailler d'une feuille blanche ou de faire évoluer un projet, un vélo qui existe déjà, ou pire, est-ce qu'il vaut pas mieux, est-ce que c'est pas le plus difficile, c'est retravailler un projet sur lequel vous avez déjà bossé ? Alors moi, je dirais que c'est plus facile de partir d'une feuille blanche, souvent, parce que quand on repart d'un projet existant, il y a l'enjeu de bien comprendre où on en est sur le projet, avec le produit, et aussi, ce qui est assez délicat, c'est de comprendre pourquoi la marque veut faire évoluer ce produit.
qu'est-ce que l'utilisateur pense de ce produit, quels sont ses points faibles, ses points forts. Et ça, c'est souvent une démarche qui est hyper importante dans le process de design et qui n'est pas forcément tout le temps effectuée. Et du coup, des fois, on est amené à créer, à redesigner un produit, à le faire évoluer, sans réellement savoir quels sont ses points faibles, en fait, qu'est-ce qu'on va améliorer. Alors, quand on part d'une feuille blanche, pour moi, on est plus libre. On se pose un peu moins de questions au début. Et moi je trouve que ça fonctionne un peu mieux. T'as aussi le côté, l'intérêt un peu derrière. C'est vrai que faire évoluer un modèle d'une année sur l'autre, à la fois tu vas devoir placer un curseur si tu veux, à quel point tu le rends différent du modèle précédent, à quel point tu gardes un lien de parenté, etc. Mais globalement, tu vas amener quelques innovations, mais ça reste un produit qui existait déjà. C'est vrai que quand tu pars d'une feuille blanche, souvent c'est pour amener peut-être un nouvel usage, pour répondre à une nouvelle demande, à quelque chose qui a changé. Est-ce que vous avez des recommandations sur les matériaux utilisés pour réussir à pousser vos projets de design jusqu'au bout ? Sur les matériaux, souvent dans le cadre du vélo, dans le cadre du vélo, de toute façon, les marques savent bien ce qu'elles veulent faire. Ouais. C'est-à-dire, ils viennent te voir, ils te demandent pas, j'aimerais faire un enduro, est-ce que tu penses que je devrais faire un alu ou un carbone ? Généralement, ils ont leurs habitudes, c'est déjà décidé en amont. Après, nous, on peut être aussi vecteur de recommandation sur certains détails, mais je pense que c'est Étienne qui sera plus à même de répondre pertinemment sur ça. Mais sur les matériaux, généralement, il y a assez peu de marge de manœuvre, on va dire, même s'il y a des choses qui évoluent là. On est peut-être au début de nouvelles techno qui arrivent, notamment aussi en Europe. Mais c'est pas encore au point tout à fait. Donc, Allez, dis-moi-en un peu plus. Les composites injectés. Les composites injectés. Allez, expliquez-moi. Alors, moi, je répondrai pas sur ce point-là, non. Alors, il y a quelqu'un qui me fait non de la tête, Étienne, qu'on aura en deuxième partie de podcast, qui fait non de la tête. Allez, crachez le morceau. Non, mais effectivement, on commence à voir apparaître des cadres carbone qui sont plus réalisés de manière classique, donc dans avec des empilements de fibres. C'est-à-dire, c'est plus côté fibres qu'on appelle thermodursables, donc qui peuvent pas être refondus ou quoi que ce soit. On commence à voir apparaître des choses avec des fibres plus courtes, donc moins de tissés, avec des injections avec des thermoplastiques. Enfin, on voit apparaître des choses de ce côté-là. Après, il y a aussi en ce moment, c'est plus confidentiel, plus artisanal. Mais tu as aussi un petit peu une influence de tout ce qui va être impression 3D. Tu vas avoir ce que fait Atherton Bike, ce que fait Caminade. On a fait un petit podcast qui s'appelle le Lunch Ride, vous devriez écouter, avec David Robert de chez Léon Sauvage et Léonard qui arrivera avec justement de l'impression 3D. Léonard qui arrive. Oui, on voit aussi des machins, pas avec de l'impression 3D, mais avec des pièces moulées, avec Brice et Pailly de Caminade. C'est bien son nom. Voilà, qui soude plus beaucoup finalement. Ouais. Donc il y a des choses qui arrivent, des raccords aussi du manchonnet collé, des choses comme ça qui arrivent plus dans l'urbain aussi. Là encore une fois, je pense que le milieu du vélo urbain est peut-être moins conservateur, plus innovant. Alors c'est pas les mêmes contraintes surtout, c'est peut-être pour ça aussi. Mais je pense que l'industrie du vélo peut s'alimenter de ça pour un peu sortir de sa zone de confort. Très bien, donc l'avenir est radieux. L'avenir est stimulant. Est-ce que c'est important pour vous d'être pratiquant ? Vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que vraiment il y a des choses qui évoluent dans votre travail après avoir testé de nouveaux produits, après avoir fait de nouvelles expériences vous en tant que pratiquant ? Je dirais que déjà c'est important pour une première chose. Là, je vais être très terre à terre, mais le fait d'être pratiquant, on arrive plus à toucher ce genre de marque. On arrive à leur parler, si tu veux. Oui. Le fait d'être pratiquant, ça fait que presque d'instinct, on va les voir sur les salons, etc. Quand ils nous transmettent un cahier des charges, on sait de quoi ils parlent, on parle leur langue. Ouais, il y a déjà ça, et puis aussi ça permet d'avoir un ressenti sur le vélo, de comprendre un peu les attentes du marché. Moi je pense que c'est essentiel d'être pratiquant. C'est un milieu de passionné. Au-delà d'être pratiquant, tu l'as dit, on est passionné. Ouais. C'est-à-dire que on passe tous un peu de temps sur, j'allais dire Pink Bike, sur Vojo, tous les jours.
Tu vois, enfin, on est au fait au courant de ce qui se passe. De l'actu, on voit les modèles qui sortent, on regarde un peu ce qui se passe dans l'urbain, etc. Et le monde de la compétition aussi, on regarde les World Cup, on sera au GES cet été, je pense. Et ouais, comme vous, hein, on pratique le vélo depuis plus de 10 ans et sous de multiples formes, donc c'est toujours un bonheur de travailler aussi sur des projets qui sont liés à des loisirs. Est-ce qu'il y a des témoins qui vous permettent de dire ce design est bon, ce design n'est pas bon, même en prenant du recul sur votre propre travail ou sur le travail des autres? Ouais, carrément. Ou c'est juste une histoire déjà, un bon design, c'est un design simple. Quand il y a des trucs trop tarabiscotés, trop baroques, tu te dis, ouais, ça aurait pu être fait plus simplement. C'est un design simple, c'est un design, je pense, fonctionnel aussi, pratique. Un produit, ça doit être pratique. S'il faut mettre 1 heure pour démonter sa billette, pour nettoyer l'endroit où il y a de la boue sous la billette, c'est compliqué. Pareil, si la cinématique, elle est conçue de telle manière et où il y a énormément de boue qui se met sur l'amortisseur, c'est pas forcément un très bon design, en tout cas pas un design abouti. Et après, moi je pense au côté un peu mécanique aussi, c'est-à-dire qu'un vélo qui est bien dessiné, c'est un vélo avant tout qui est d'une manière mécanique assez logique, c'est-à-dire que un vélo, ça reste des points raccordés, des points de pivot qui sont raccordés entre eux, et finalement toutes les formes qui découlent du designer, elles doivent suivre la fonction, quoi. Typiquement, ouais, des vélos qu'on a pu dessiner, qui sont sortis il y a 2-3 ans, on les regarde aujourd'hui avec cet œil neuf qu'on a maintenant, on voit ce qu'on aurait pu faire mieux. Ouais. Déjà de base, enfin, on est éternellement insatisfait. J'ai une nouvelle question que je ne veux pas mélanger avec la question que je vous ai posée tout à l'heure de pourquoi tous les vélos se ressemblent, mais aujourd'hui on voit de plus en plus de marques qui, une fois qu'elles ont trouvé un bon design, souvent articulé autour d'une cinématique, d'une suspension, des choses comme ça, qui reproduisent tout sur toute sa gamme. Scott. Par exemple, Scott, c'est en train de, ça va encore plus se développer, j'imagine, mais Canyon, on peut penser par à exemple. Canyon, à Santa Cruz. Tout à fait. Santa, ouais, gros exemple. Voilà, Santa Cruz, très bon exemple. Ouais. On pourrait se dire, si on regarde de loin, tous les vélos se ressemblent. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que vous, quand vous travaillez avec des marques, c'est des recommandations que vous pouvez avoir? Je pense que c'est assez subjectif. Il y a une part de subjectivité. Au fait que les vélos se ressemblent entre eux. Moi, de mon point de vue, quand je vois les Santa, effectivement, parfois on a du mal à différencier un high tower d'un méga tower, par exemple, de loin. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi dans le process de développement, de design d'un produit, de laisser exprimer l'identité propre du produit, de faire en sorte qu'il vit dans son segment et pas qu'il soit uniforme avec toute la gamme. Après, c'est une approche qui est aussi louable, hein, le fait de vouloir avoir une gamme de produits qui soit très reconnaissable, très homogène, ça permet aussi à la marque d'être plus reconnaissable vis-à-vis du marché. C'est ça en fait. Santa, on les reconnaît de loin. T'as vraiment cette espèce de paradoxe. À la fois, effectivement, pour la marque, ça fait que tous les vélos se ressemblent, tu vois, tu peux les mettre tous les uns à côté des autres, c'est joli, c'est homogène. Et en même temps, tu vas te poser la question, attends, comment ça se fait que le cross-country, il a une cinématique, même si les points changent, hein, c'est pas les mêmes courbes, etc. Mais tiens, le cross-country, il ressemble à celui qui est fait pour la DH. Est-ce que ça veut dire que le cross-country va pomper, ou est-ce que ça veut dire que que le DH va être pas assez progressif? Enfin, ça peut aussi amener des petits doutes. Vous aimez travailler un petit peu plus dans la rupture, en termes de design, ou pas particulièrement? Nous, on fait ce qu'on nous demande. Hein. Allez, il y a bien un truc sur lequel vous faites pas ce qu'on vous demande, c'est avec votre boîte, c'est avec Kern et avec tout le développement de votre boîte. Est-ce que, après 5 ans, Kern, est-ce que vous imaginiez en lançant la boîte? Non. Après, on n'avait pas prévu un plan si loin. Hein. On n'avait aucune prétention quand on a créé Kern. On voulait simplement travailler sur des projets qui nous passionnent avec des clients intéressants et puis faire valoir notre expérience, notre métier. Et on n'avait pas spécialement d'ambition, créer aussi une entité dédiée au vélo qu'on va aborder après. Non, franchement. On est resté. On a fait ce qu'il fallait faire et c'est devenu ce que ça devait devenir. Bon, très bien. Et justement, ce que ça devenait devenir, c'est... on va faire ce podcast en 2 temps, en faisant intervenir d'autres gens, parce qu'il y a le Kern Bike Design Lab, qui est la dernière émulation du Kern Design Studio. Allez, dites-moi rapidement ce que c'est, avant qu'on fasse une petite pause.
Eh ben, Bike Design Lab, c'est une entité un petit peu en parallèle de Cairn qui est spécialisée dans le développement de produits pour le vélo, donc de cadres et aussi d'accessoires pour l'industrie du vélo. Quand on parle d'industrie du vélo, ça va être aussi bien le bikepacking, les vélos urbains, la mobilité douce aussi dans le sens général, que du cadre carbone, cross-country, e-bike, évidemment. Donc c'est assez large et ça requiert en fait un process de travail assez particulier de développer un cadre. Et c'est pour ça qu'on a monté une team cette année, enfin tout récemment, avec des métiers qui sont parallèles aux nôtres, ingénieur mécanique, designer et modeleur 3D aussi, pour essayer de répondre au mieux aux demandes et aux attentes des marques. Donc si je schématise, jusqu'à présent, vous traciez des belles lignes entre des points qui vous étaient donnés par d'autres gens. Aujourd'hui, c'est vous qui posez les points et qui tracez les belles lignes, c'est ça ? En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'on passe de bureau de design à bureau de design plus bureau d'études. On intègre on va aller donc beaucoup un plus loin dans le ingénieur process de suivi de développement industriel. Eh bien, nous, on va aller beaucoup plus loin dans ce podcast. Merci, messieurs. Merci. Podcast du Lunch Ride chez Cairn Design Studio et Cairn Bike Design Lab suite et fin. Et on change un petit peu d'interlocuteur. Pierre Franco est toujours avec nous pour surveiller, chapeauter. Et on est avec Étienne Magalès et Quentin Bonnaimé qui sont respectivement responsables R&D et designers industriels. Et vous êtes là tous les deux pour parler du dernier bébé du studio, donc le Bike Design Lab. Donc ce qu'on disait juste avant, c'est que en plus du design, aujourd'hui, vous proposez toute la conception et vous êtes un bureau d'études. C'est bien ça qu'on appelle. On appelle ça comme ça ? Oui, bureau d'études. Après, c'est souvent plus juste de l'ingénierie. Ouais. Dans l'idée des gens. Là, on combine vraiment les deux. Donc en fait, on est vraiment un petit bureau de développement. Et pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi en plus du design, vous avez dit, bon, maintenant on va faire du développement ? Est-ce que c'est les marques qui vous ont sollicité pour ça ? Ou est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources en interne chez les marques avec lesquelles vous bossez ? Non, c'est aussi c'est par l'expérience sur les projets où on se rendait compte que la communication n'était pas toujours très simple sur l'avancement du projet et qu'effectivement, il y a souvent ce besoin, en final, la forme sur la fonction sur la forme. Enfin, on avance sur le projet et effectivement, la technique a énormément d'importance. Et l'esthétique aussi. Et comment est-ce qu'on combine les deux au mieux possible ? C'est une très bonne communication fluide, avec des ressources internes. Et on peut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on peut faire comme ci ? Est-ce qu'on peut faire comme ça ? Est-ce qu'on progresse ? Est-ce qu'on gagne du poids ? Est-ce qu'on gagne de la rigidité ? Esthétiquement, est-ce que c'est valable ? Est-ce que ça vaut le coup de travailler comme ça ? Et c'est vraiment ce mix entre le design et l'ingénierie. Au final, c'est des métiers très proches. Vous parlez l'un à l'autre de toute façon, et plutôt de parler à des ingénieurs qui sont dans une marque, dans un autre bureau, là vous comprenez. Très loin, des fois en Asie ou ailleurs, c'est beaucoup plus simple de... Et déjà, juste avant de parler de workflow, mais le business, est-ce qu'il y a beaucoup de marques qui sont à la recherche et d'ingénieurs et de designers ? Je pense que les marques qui font appel à des bureaux de design n'ont pas forcément des ingés en interne. Elles peuvent aussi prendre des ingés en freelance. Du coup, le fait d'offrir les deux en même temps, ça permet à la marque de faire un peu son choix quand il nous donne le projet. Est-ce que c'est plus ciblé ingénierie ? Est-ce que c'est plus ciblé design ? Est-ce que c'est les deux combinés ? Nous, forcément, on va essayer de combiner les deux. C'est nos deux corps de métier au Cairn Bike Design Lab. Derrière, parfois, ça sera le design qui sera prédominant. Parfois, ça sera l'ingénierie. C'est vraiment suivant les clients. Et avant d'aller un petit peu plus loin, pour connaître un petit peu vos pédigrés, Étienne, toi, je sais un petit peu ce que tu as fait par le passé, je vais te laisser l'expliquer. Quentin, je sais un petit peu moins, mais par où est-ce que vous êtes passé avant d'arriver chez Cairn ? Parce que vous connaissez les deux côtés du navire. Du coup, j'ai commencé dans le sport automobile, avec 2 ans chez Toyota à Cologne pour bosser sur la voiture des 24 heures du Mans. Donc beaucoup d'expérience composite là-dessus. Avant de rejoindre l'autre grosse passion qui était le vélo en intégrant Scott, le bureau d'études Scott, où j'ai fait 5 ans là-bas comme ingénieur développement. Et les lecteurs de Vojo les plus assidus pourront retrouver ta tête sur certains articles de Scott. Du coup, s'il faut faire l'effet d'armes, le ransom, le gambler alu et tout dernièrement le Spark Aluminium. D'accord, très bien. Et pour toi, Quentin, Pour moi, Quentin, je suis designer industriel. J'ai travaillé aussi dans l'automobile en Allemagne aussi, pendant quelques années. Et puis, on va dire, l'appel de la montagne m'a fait revenir
vers chez nous. J'ai travaillé toujours en tant que designer industriel dans d'autres secteurs, sur d'autres produits complètement différents. Et puis il y a 2 ou 3 ans, j'ai commencé à travailler avec Kern sur le Lector FS. C'était le premier projet sur lequel on avait collaboré. C'est un Ghost. C'est un Ghost. Tout à fait. Et puis voilà, la mayonnaise a bien pris, on a fait plus de projets sur lesquels je ne parlerai pas. et puis voilà, petit à petit, cette idée de Kern by Design Lab est apparue. Et puis c'était aussi l'occasion de rentrer sur une structure, sur un nouveau projet qui me plaît. Je suis passionné de vélo, même si c'est vrai que je n'avais jamais travaillé dedans, mais du coup de rentrer, travailler sur des choses qui nous parlent vraiment, c'est un gros bonheur. Tu apportes aussi une expertise en modeling et modélisation 3D ouais. qui est assez primordiale, je pense, dans le développement de vélo carbone surtout. Ouais. C'est le travail des surfaces. Et c'est vrai que ça demande un œil assez pointu, je pense, pour être vraiment, on va dire, assez... on va dire au top au niveau des surfaces sur le cadre. Dans l'industrie du cycle, il y a quand même une guerre ouverte. Le Tomahawk n'est pas enterré. Il y a une guerre entre les designers et les ingénieurs. Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien? Parce que vous avez du mal à vous comprendre habituellement quand même. Alors je suis pas sûr que ce soit limité au milieu du cycle. Je pense que c'est quelque chose d'assez général, et surtout en France. Je l'ai pas forcément vécu de la même façon dans d'autres pays, mais en France c'est vrai qu'il y a vraiment. Vous arrivez à vous croiser quand même dans les bureaux? Non, je pense que c'est vrai que ça dépend des idées. Forcément, les designers vont privilégier l'aspect esthétique. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai plutôt privilégié l'aspect fonctionnel. Et puis au final, c'est qu'est-ce que veut le client, qu'est-ce qu'on doit faire. Suivant ce que le client, il va vouloir favoriser l'un ou l'autre aussi. Et puis l'un ou l'autre doit s'adapter votre client je sais pas, mais votre client VTT, je pense que lui, il veut un vélo qui marche bien et qui est beau. Alors comment on fait? Et ça dépend de la marque. Chaque marque favorise quelque chose. Si tout à l'heure vous parliez des nouvelles tendances design, il y a l'intégration. Il y a des marques qui vont à fond dans l'intégration, d'autres un peu moins. Et forcément, on voit que l'intégration, ça enlève souvent un petit peu ce côté fonctionnel. Et c'est le choix de la marque. Ouais. Donc, nous, en tant qu'agence externe, on est aussi confronté à suivre cette image de marque. Ouais, on va reprendre un petit peu la discussion justement qu'on a eue tout à l'heure juste sur le design avec Pierre, où c'est à vous de comprendre qui est votre client, quelle est cette marque, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses lignes. Donc ça, j'imagine qu'il y a la même chose, mais il y a toute la partie développement et suspension, cinématique, comportement du vélo. Autant en design, on peut tordre le cou à ses préférences personnelles pour aller dans l'esthétique de la marque, autant en termes de cinématique, de suspension et de fonctionnement, j'imagine qu'on n'a pas forcément envie de sortir de quelque chose qu'on considère comme quelque chose de fonctionnel et de bon. Ça va être difficile de se dire, la marque a envie de faire ça, mais je trouve pas ça bien. Comment vous faites justement? Comment vous faites pour avoir votre identité? Ouais, je crois qu'il y a... Je pense que chaque ingénieur qui fait un peu de cinématique a ses préférences. Ouais. À l'heure actuelle, on voit que le Horstlink se développe partout. Il y a des valeurs qui sont un peu magiques, que tout le monde essaye d'avoir. Et puis, forcément, ces valeurs, il faut aussi les adapter un petit peu à l'idée de design qu'on veut du vélo. Et forcément, il y a des points qui peuvent bouger, soit sans compromis, soit avec des petits compromis. Et puis, faut savoir s'adapter aussi à, comme on disait, le design, des fois, s'adapte à la fonctionnalité. Et puis, la fonctionnalité doit essayer de s'adapter au design. Après, c'est vrai qu'une suspension, c'est quand même dur de la compromettre juste pour du design. Ouais. L'envie, c'est que le vélo soit beau, mais qu'il marche très bien. Du coup, c'est vrai que c'est un compromis qui est difficile à accepter et qu'on va garder pour vraiment la fin en dernier recours. Et encore une fois, une question assez proche de celle que j'ai pu poser tout à l'heure, mais en externalisant la prestation d'ingénierie et de conception, une marque se met entre vos mains son identité en termes esthétiques, mais aussi en termes de fond,
la partie fonctionnelle du vélo. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs clients. Et sauf qu'une cinématique qui fonctionne, est-ce que vous pouvez la proposer à plusieurs clients à la fois, parce que ça va être vos préférences, que vous considérez comme être bon. Par exemple, vous êtes sollicité par 2 marques concurrentes sur un produit All Mountain ou Enduro, est-ce que vous allez proposer la même chose, parce que c'est ce que vous considérez comme être bon? Alors, première chose déjà, on essaye d'éviter de travailler avec 2 marques qui sont frontalement concurrentes sur le même produit. C'est-à-dire on a un premier client, généralement on va plutôt le privilégier, et si son concurrent direct vient nous voir, on peut temporiser. Ensuite, le cahier des charges va forcément être différent. Ils auront forcément des envies différentes. Et donc, à partir de ce biais-là, sur la partie cinématique, je laisserai Étienne répondre, mais en tout cas, sur tout le reste, on va se rendre compte que de toute façon, la demande d'origine est déjà différente, donc on prend déjà des orientations qui seront biaisées, en fait. Par contre, nous dire, il faut copier tel ou tel vélo, ça, c'est par contre pas forcément dans notre C'est déjà arrivé? Non, c'est pas arrivé. C'est jamais arrivé. Mais non. On préfère. Non, par contre, clairement, travailler avec des clients qui veulent copier. C'est au final, et là je parle en tant que designer, et je laisserai Étienne parler sur la partie plus cinématique, géométrie. Le designer, il est là pour apporter du nouveau, pour apporter de l'identité, pour apporter de la finition. Il va travailler sur toute la partie effectivement esthétique et d'usage pur de l'objet. Et donc on va s'adapter, on rentre dans la marque, on apporte des choses qui seront propres à la marque, et on se rend vite compte que c'est pas forcément transposable sur une autre marque, une autre demande. Ils auront pas mal de différences. Et pour la partie ingénierie? Ouais, je pense que comme Quentin a dit, au final, 2 clients vont avoir des cahiers des charges différents. Et au final, même si le layout de suspension se ressemble, ou est le même, va forcément, à la fin, le designer va mettre sa patte pour changer les choses. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? En vélo actuel, les vélos, ils se ressemblent. Ils ont quasiment tous le même layout de suspension, maintenant. On va dire que le Horselink marche très bien, comme on a dit tout à l'heure. Toutes les marques l'utilisent. Effectivement, il y a un air de ressemblance, parce que c'est pas... On peut pas changer à chaque fois, mais elles ont toutes leur identité. Donc, tout le monde va dire que ça ressemble à un Trek Session. J'allais y venir. Sauf que si on regarde le détail, c'en est pas un. Et puis c'est aussi, ça fait aussi partie de notre boulot, c'est justement, on part d'un statut existant. Forcément, un vélo, ça a toujours 2 roues. Ça, c'est toujours ça fait plus de 100 ans que c'est pareil. Faut quand même pas se. On peut pas révolutionner. On peut pas révolutionner, voilà. Mais il y a des. La taille des roues. Il y a eu des évolutions, il y a eu tout un tas de petites évolutions, des fois incrémentales, des fois un peu plus de rupture. Et c'est ça aussi qui fait que que le nouveau, il est effectivement mieux que celui d'avant. Ou en tout cas, il essaye d'être mieux, et des fois, c'est vraiment réussi. Aujourd'hui, chez Icare, maintenant, vous avez intégré la partie ingénierie à la partie design. Vous avez une solution complète. Est-ce que vous êtes meilleur en design maintenant que la partie ingénierie est intégrée? Je dirais pas ça, non. Je pense en fait, on essaie de pas dissocier design et ingénierie. C'est juste 2 métiers qui sont complémentaires. Et nous, le livrable, c'est une solution complète. C'est quelque chose d'homogène, de cohérent qui va répondre à la demande. Donc non, il n'y a pas de vouloir être meilleur dans un domaine ou l'autre, je pense. Il y a quelque chose qui, par contre, j'imagine, est plus difficile maintenant pour la partie Bike Design Lab, c'est toute la partie veille, toute la partie connaissance du terrain, parce que quand ça concerne uniquement le design, vous pouvez rester sur des images, des photos, des choses comme ça pour voir les lignes, même si le voir en vrai, c'est toujours mieux. Là, vous êtes obligé de tester, différentes cinématiques, de tester certaines résistantes, certaines contraintes où il n'y a que le terrain qui peut faire la différence. Comment est-ce que vous réalisez votre veille ? Vélo perso, ça commence par là, je pense. Ça commence par le vélo qu'on aime. Le vélo qu'on aime et qu'on aime rouler tous les jours. Puis après, il y a tous les festivals de test. Donc on pense au vélo vert, le Rock d'Azur, les choses comme ça, où forcément il y a des vélos à disposition et ça permet de tester et de comparer rapidement des vélos qu'on a envie de tester et qui nous intéressent d'un point de vue peut-être juste comportement pour voir, mais aussi solution technique. Allez, quels sont les vélos qui vous ont le plus intrigué ces derniers temps, tous les deux?
Alors, soit il n'y en a pas, soit vous voulez pas me le dire. Non, je pense je serais très curieux de tester le nouveau commensal de DH le V5. Ouais. Moi, c'est le score que j'aimerais bien essayer quand même. Et le score, Ouais. très bien. Ouais. Il y en a un des deux qu'on a essayé. Est-ce qu'on peut être un bon bureau d'ingénieur polyvalent? Est-ce qu'on peut être bon en cross-country et en gros enduro ou en descente en étant la même personne? Ou est-ce que c'est un domaine qui est trop vaste pour être pointu partout? Je pense que si on fait que du cross-country, ça va être compliqué d'aller dans un vélo de DH. Ouais. Peut-être l'opposé aussi. Mais malgré les envies ou personnelles, je pense qu'il faut être polyvalent là-dessus. Il faut s'intéresser aux deux parce qu'il y a des solutions à prendre dans les deux catégories et dans les intermédiaires aussi. Et du coup, faire un bon vélo de cross-country peut passer par des solutions qu'on a vues sur un vélo de DH et inversement. Après, forcément, le dimensionnement n'est pas le même. Il y en a un qui est prévu pour faire des sauts de 5-6 mètres, voire 20. Hein, donc, Voire 20. Donc forcément, la solution sera adaptée à chaque pratique. Mais dans l'idée, il y a des choses qui se retrouvent dans l'un et dans l'autre. Ouais, il y a des principes qui Il se y a des retrouvent. principes qui se retrouvent, et puis ça fait aussi partie de notre travail de recueillir justement toutes les informations nécessaires au lancement d'un projet pour dire, voilà, la meilleure réponse par rapport à la pratique souhaitée, ça irait dans ce sens-là, que ce soit technique, que ce soit d'usage, que ce soit esthétique. Faut trouver les inspirations, regarder ce qui existe aussi déjà, ce qui fonctionne pas, et puis donner... Vous prototypez, vous concevez, mais comment est-ce que vous testez? Est-ce que quand une marque externalise sa conception et potentiellement son design, est-ce qu'elle reste en contact avec vous pour la partie test? Prenons un de vos clients que vous avez, notamment sur la partie design, qui peut être le groupe Axel et Lapierre ou Ghost. Est-ce qu'ensuite vous travaillez avec les testeurs ou les athlètes de la marque pour ensuite tester vos produits? Alors je dirais qu'on est plus à l'écoute des athlètes, puisque c'est vrai qu'on n'a pas cette prétention d'avoir un ressenti et aussi un niveau de performance comme les athlètes de haut niveau. Je pense à Nico Vieux par exemple, évidemment. Mais par contre, notre métier, ça va être aussi d'être à l'écoute de ça. Et ça va aussi dépendre beaucoup des clients. Il y a des clients qui vont retranscrire leur ressenti par un cahier des charges. Et il y a d'autres clients qui vont au contraire nous dire écoutez, on souhaiterait que vous testiez le vélo actuel qu'on a pour l'améliorer. On est à l'écoute de vos recommandations pour l'affiner, pour la géométrie. Donc ça va vraiment dépendre, c'est un peu au cas par cas. D'accord. Est-ce que vous travaillez avec du matériel d'acquisition de données sur les différents prototypes que vous pouvez faire? Nous, en interne, on n'a pas d'appareil, Ouais. on n'a pas d'équipement. Après, j'ai travaillé un petit peu avec ça, mais pas avec Kernbake Design Lab. On va dire que l'acquisition de données, c'est un outil qui aide à connaître des choses, mais il faut savoir s'en servir. Et du coup, c'est assez spécifique quand même. Ouais. Pas... Et aujourd'hui, vous travaillez avec des marques françaises, des marques allemandes, j'imagine des marques encore dans d'autres pays. Est-ce que dans la culture, c'est nécessaire de vous travailler différemment avec une marque plutôt qu'avec une autre? Dans l'approche, dans les process, dans ces choses-là? Est-ce que l'industrie du cycle est homogène ou il y a différentes cultures? Moi, je pense que la culture du pays joue pour la communication, bien sûr. déjà. Ouais. Ça joue dans le management de projet. Dans le management de Après, projet le aussi, l'approche. Le point commun, je pense, c'est la passion du vélo. Enfin, Ouais. on parle le même langage parce qu'on est pratiquant avec nos clients, qu'ils soient américains, allemands ou espagnols ou français ou italiens. C'est ma question suivante en fait, parce que la définition du VTT, même si on aime tous faire du VTT, on n'a pas la même définition. Et tu le vois parfois, il y a des marques, prenons nord-américaines, qui ont une certaine vision de ce qu'ils peuvent appeler trail ou all mountain, qui chez nous va être soit trop petit, soit nous on va mettre ça en face de l'enduro, et rien que la terminologie parfois juste marketing va être problématique pour bien se comprendre. Donc nous on le voit de notre côté quand le vélo est produit, quand il est disponible pour tout le monde, mais pour vous, est-ce que vous arrivez à bien vous comprendre, quoi, parce qu'on n'a pas forcément le même terrain. Et encore une fois, si je reprends l'exemple de l'Amérique du Nord, où il y a beaucoup de trails qui sont conçus, développés pour le vélo, qui vont être plus flowy, ou sur certains terrains qu'on n'aura pas chez nous,
on peut pas le transposer directement en Europe. Non, c'est clair. Après, moi, ce que je dirais, c'est que le marché européen et surtout français est très dynamique. En France aussi, il y a un vivier de pratiquants qui est assez énorme. Et pour nous, en tant que Français, c'est aussi, je pense, une certaine valeur ajoutée par rapport à d'autres bureaux d'études dans le monde. C'est qu'on est sur un territoire de vélo, une terre de VTT. Donc, c'est hyper intéressant. Et je pense que les Américains aussi peuvent regardent de plus en plus ce qui se passe en Europe. Par rapport à la conception des produits aussi. Notamment sur la partie e-bike, j'imagine, où la culture est plus forte. Exactement, ouais. On voit aussi avec C, par exemple. Je pense que par rapport à ta question du testing tout à l'heure, comme tu disais, l'Amérique, c'est quand même grand. Et en France, on a l'occasion d'être dans les Alpes, donc on a un certain terrain de jeu qui va être plutôt forêt, racines et terrain alpin. Il suffit d'aller à 4 heures de route et aller dans le sud, et ça va être du gros caillou, du sable, et il n'y aura pas du tout les mêmes demandes de terrain. Du coup, il faudra adapter ses suspensions ou voir... À moins de 100 km, on peut aller faire... Voilà, il y a des super terrains pour faire plus du cross-country ou du marathon. Enfin, voilà, on peut vraiment tourner. On a aussi... on profite aussi d'avoir les bike parks des Alpes. Et c'est vrai que c'est chouette, quoi. C'est facile de retrouver du pratiquant aussi pour poser de la question, pour avoir d'autres retours, pour... voilà. Je rebondis juste sur ce que tu disais avant, Pierre, mais est-ce que Cairn, aujourd'hui dans votre business, vous êtes face à des bureaux de design qui sont implantés partout dans le monde et vous êtes concurrent avec eux, ou vous êtes sur un marché plutôt francophone? On connaît assez bien les acteurs dans ce domaine-là, dans le domaine assez proche d'une autre qui est la conception de produits cycles. Et il y a assez peu d'agences dans le monde. Il y en a très très peu, et ce qui fait que finalement on n'est pas forcément en concurrence frontale, c'est-à-dire qu'il y a une telle demande que voilà, il y a de la place, je pense, pour chacun des acteurs sur ce marché-là, et je pense que chaque studio a ses spécificités aussi, clairement. Est-ce que vous pensez que votre activité va se développer, ou que ça va rester relativement une niche et qu'il y a quand même beaucoup de marques qui vont garder ça en interne? C'est dur à dire. Pour l'instant, on est dans une bonne dynamique de développement. Après, notre souhait, c'est pas forcément de se développer, mais surtout de prendre le temps de faire des projets correctement. Donc, on est presque plus dans une position aujourd'hui de refuser des partenariats, parce que voilà, on veut pas. On veut pas que ça devienne juste une usine à projet. Exactement. Ouais. On veut pouvoir prendre le temps de s'impliquer dans le projet, de discuter avec le client et la marque, et de lui proposer les meilleurs produits possibles. Si on prend tout ce qui vient, ça veut dire accorder moins de temps à ces choses-là. Très bien. Et donc dans ce nouveau métier qui est le vôtre chez Cairn, vous faites la conception du produit, le prototypage d'une certaine manière, le design, mais une fois que le produit a fini d'être conçu, il y a encore un gros volet avant qu'il arrive entre nos mains, notamment nous, médias, quand on va tester vos premiers vélos, c'est toute la partie production. Et un bon vélo, on peut le concevoir, mais il faut réussir à le produire aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez? Est-ce que vous êtes en relation? Est-ce que vous avez des recommandations pour les sites de production en Asie, en Europe, ailleurs? Est-ce que vous suivez tout ça? Est-ce que ça fait partie de vos métiers? Très très proche de notre métier, donc forcément oui, on suit ce qui se passe, clairement, et effectivement la tendance un petit peu de fond avec un retour de l'industrialisation en Europe, ça nous plaît, ça nous fait plaisir. Déjà, c'est vraiment une belle tendance, on espère que ça va continuer, que ça sera vraiment faisable. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et effectivement, de toute façon, les questions d'industrialisation sont dès le départ quasiment juste à côté des dessins. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de se dire très bien, mais ça se fabrique comment? Parce qu'il y a des marques qui ont déjà conçu des vélos qui n'ont jamais réussi à les produire en grande quantité. Il peut y avoir tout un tas de problèmes. Que visiblement vous connaissez. Donc oui. Et c'est vrai que cette attente, donc c'est vrai qu'il y a un gros délai généralement entre quand nous on dit on a fini notre partie, on va dire le gros de notre partie, puis le moment où ça part du côté de l'usine, fabriquer des outillages. Sans trahir aucun secret, je suis presque persuadé que les projets sur lesquels vous bossez aujourd'hui, au moment où on enregistre, j'en aurai connaissance d'ici 2 ou 3 ans. Tout à fait. C'est à peu près ça. Je pense que voilà, il y a plusieurs va-et-vient entre chez nous, le client et l'usine, pour valider que tout ce qu'on fait de notre côté correspond au cahier des charges de l'usine aussi. Chaque usine a ses cahiers des charges différents, surtout sur des cadres alu.
Ouais, et puis les choses ne sont pas faites pareil entre l'Asie et l'Europe. On peut pas avoir. Ça, c'est valable dans toutes les industries confondues. Les approches sont très très différentes. Et même entre les lignes, il y a aussi des subtilités de différence en termes de techno aussi. Ils ont telle machine, ils peuvent faire ça. Ils n'ont pas la machine, ils peuvent faire autrement. Et ce sont des choses qui arrivent au fur et à mesure du projet. Généralement, on peut aussi les découvrir à la fin d'un projet. Et c'est vrai qu'à la fin, entre le moment où on dit on a fini le gros du travail, il reste quand même encore du travail. Alors, il y en a qui sont gérés en interne, et des fois, non, ça nous revient, et on peut pas faire ça, il y a un problème, ou X ou Y raison, et on doit trouver des solutions. Dernière question pour ouvrir une porte et terminer ce lunch ride. Dans une optique de meilleure conception, en termes d'écologie, ou juste sans parler d'être écolo, en parlant d'être un peu plus responsable, plus durable, est-ce que ça pourrait rentrer dans vos corps de métier de préconiser des solutions techniques, des matériaux, des sites de production? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre déjà dans votre métier? Est-ce que ça pourrait être le cas? Une marque qui se dit, voilà, j'ai envie de faire ce produit, comment est-ce que je peux le faire bien? C'est déjà le cas, c'est ce qu'on fait depuis déjà 3-4 ans. C'est essayer de donner nos recommandations, nos convictions aussi, à la fois sur des choix de conception. On parlait tout à l'heure de mutualisation des pièces, de simplification des produits, de les rendre aussi plus fiables pour qu'ils soient plus durables. Et aussi, ça va être sur les lieux de production, où là, on entame déjà des démarches de veille, d'audit sur des sites en Europe. Donc le but, c'est à terme aussi de produire avec moins d'impact et de vivre notre passion aussi en étant un peu plus responsable. Je pense, comme tout à l'heure, Pierre ont parlé des nouvelles technologies. L'injection thermoplastique, qui, sur le papier, et en réalité, permet d'avoir moins de déchets. En tout cas, c'est recyclable plus facilement. Donc, ça fait partie des nouvelles technologies de production qui sont intéressantes à explorer, qui sont peut-être un petit peu complexes à l'heure actuelle, mais qui méritent de se développer et qui devraient être de plus en plus au centre des vélos dans les prochaines années. J'imagine que c'est aussi là pourra se trouver votre valeur ajoutée en tant que bureau externe, c'est réussir à lancer un mouvement chez les marques, chez vos partenaires, et pourquoi pas un petit peu plus largement, quoi. Tout à fait, ça se voit déjà dans des marques qui utilisent des nouveaux procédés de mise en forme moins impactantes que la fibre de carbone par exemple, et aussi que l'aluminium. En fait, on n'a pas les ressources pour aller au fond de nos idées, donc faut que la marque veuille bien nous suivre. Mais c'est vrai que niveau recherche et de nouvelles technos et de nouveaux procédés pour être un petit peu plus responsable et fiable, comme disait Pierre tout à l'heure, ça fait partie de notre métier et de notre volonté d'arriver avec ces arguments-là, quoi. Très bien. Merci messieurs, merci Quentin, merci Étienne, merci Pierre, merci Pierre. Merci à toi pour cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Salut. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votejomag.com, au format papier sur Vojo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Ride.